Bon, alors, l'idée en fait de cette conférence, plutôt que de faire une conférence habituelle sur l'un des deux thèmes, ça a été que le parallèle en fait entre les deux conflits, moi, m'a sauté aux yeux, ayant suivi les deux, parce que en fait, on voit une sorte de scénarisation occidentale avec des étapes et des points qui se ressemblent, mais vraiment de façon comme deux gouttes d'eau presque. Quand on en a parlé avec Alexis, on est tombé d'accord. Il y a plusieurs événements en fait qui peuvent se rapprocher, même qui sont parfois calqués l'un sur l'autre. Par exemple, le feuilletonnage sur Mariupol, ville martyre, rappelle le feuilletonnage des médias occidentaux, notamment de la BBC à l'époque, sur Vukovar, ville martyre en Croatie. Vous avez le massacre de Boutcha qui ressemble trait pour trait au massacre de Ratchak qui avait motivé l'intervention occidentale au Kosovo. Vous avez le bombardement de Kramatorsk effectué par les Russes, mais avec une trajectoire qui venait du territoire ukrainien, un missile qui n'est plus en service dans l'armée russe depuis au moins 10 ans, mais qui est encore en service dans l'armée ukrainienne, et un numéro de série du missile que les Russes ont retrouvé, qui est de la même série que ceux qui bombardent Donetsk depuis 8 ans, mais, d'après la presse française et occidentale, c'est les Russes qui ont bombardé Kramatorsk. Et le parallèle, on l'avait fait tous les deux, c'était le bombardement du marché de Marcalé à Sarajevo, qui avait motivé les frappes de l'OTAN à l'hiver 95 ou 94. Ouais. Voilà. Donc notre idée, effectivement, c'était de présenter un peu les deux conflits, voir les similitudes, et puis il y a bien sûr, ça ne peut pas coller trait pour trait, parce que le moment historique est différent, les sociétés sont différentes, et l'Occident n'est plus aussi fort qu'il était, ne serait-ce aussi que parce que, contrairement à la République socialiste fédérale de Yougoslavie, la Fédération de Russie est une puissance nucléaire, et donc on ne peut pas la traiter comme l'était feu la Yougoslavie. Et enfin, pour moi, le premier des parallèles qu'on peut faire, et je pense qu'on va tomber d'accord là-dessus, c'est que dans les deux cas, on est face à une guerre civile. Moi, je l'interprète la guerre d'Ukraine comme une guerre civile, étant donné qu'elle est vécue par les Russes comme une guerre civile, parce que pour les Russes, l'Ukraine ne sera jamais vraiment un pays étranger. Le nombre, il faut savoir qu'entre l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine est le pays dans lequel, avec la Russie, les liens familiaux sont statistiquement les plus élevés, et étant donné que d'après les statistiques des recensements je crois que ça devait être en 2002, les Ukrainiens interrogés disaient qu'ils avaient de la famille en Russie à plus de 60%. Il faut savoir que c'est un taux qui est encore plus élevé qu'avec la Biélorussie, par exemple, où on est seulement à 40%. Donc c'est des sociétés qui sont complètement interpénétrées. Vous avez eu des premiers ministres ukrainiens nés en Russie, comme Nikolai Zarov, par exemple. Vous avez des ministres russes qui sont d'origine ukrainienne, comme la présidente du Sénat, Valentina Matvienko. Et puis aussi, vous avez beaucoup des généraux, plutôt les amiraux d'ailleurs, et des amiraux qui combattent actuellement côté russe l'armée ukrainienne, ont tout ou partie des origines ukrainiennes. Donc, pour moi, le premier parallèle va être celui-là. C'est le fait qu'on est face, dans les deux cas, à des guerres civiles. Dans les deux cas,
et je pense que tu pourras revenir là-dessus parce que je pense que c'est un point très important. La question européenne est au centre, enfin la question de l'Union européenne est au centre du conflit. La guerre de Yougoslavie est partie parce que la Slovénie et la Croatie s'étaient fait promettre qu'elles rejoindraient plus vite la communauté économique européenne si elles sortaient de la Yougoslavie, alors que la Serbie, le Monténégro, eux souhaitaient en fait maintenir la position d'une Yougoslavie indépendante et non alignée. Dans le cas de l'Ukraine et de la Russie, tout le monde connaît, tout le monde sait que la guerre civile ukrainienne a commencé en 2014, enfin a commencé en 2013, en novembre 2013, par le refus du président Yanukovych de signer l'accord d'association économique entre l'Ukraine et l'Union européenne, accord d'ailleurs qui avait pour but de scinder l'économie ukrainienne et l'économie russe en deux. Et ce refus-là a entraîné un coup d'État en février 2014 qui n'a pas été accepté par une partie du territoire ukrainien. Je pense notamment à la région du Donbass et la guerre actuelle, ce qu'on appelle pudiquement en Russie l'opération militaire spéciale, n'est autre que le prolongement de cette guerre civile et de cet affrontement dans lequel la question de l'Union européenne a été une question centrale. Parce que l'Union européenne est un élément majeur de l'opération de containment de la Russie, comme elle avait été un acteur majeur de l'opération de démembrement complet de la Yougoslavie. La Yougoslavie étant trop grosse, trop indépendante, trop industrialisée, trop tout, pour être avalée par la communauté économique européenne. Enfin, pour moi, le dernier point sur le tableau de grandes similitudes entre ces deux conflits, c'est justement le fait que l'Occident est en train veut mettre tous les moyens pour détruire l'un des deux acteurs. Alors, l'un des acteurs dans le conflit yougoslave, il y avait bien sûr la Serbie du grand méchant loup Slobodan Milošević, mais il y avait aussi l'État yougoslave, mais il y avait aussi l'armée populaire yougoslave. Et en Russie, c'est le grand méchant loup, c'est bien sûr la Fédération de Russie, son président. Mais d'ailleurs, c'est beaucoup plus que quand on vous dit dans la presse française que oui, c'est le régime de Poutine, etc. Le consensus en Russie va bien au-delà des seuls supporters de Vladimir Poutine. Ceux qui connaissent un peu la politique pourront lire, il y a eu un article très intéressant, je crois que ça a été dans Mediapart, sur Mélenchon, sur le désarroi de Mélenchon, internationaliste, qui n'arrive pas à trouver de partenaire en Russie qui soit assez respectable en fait pour convenir à l'opinion publique occidentale, parce que en Russie, mis à part quelques groupuscules anarchistes, il n'y a pas un parti de gauche qui ne soutient pas l'opération militaire spéciale, à quelque niveau que ce soit. Ne serait-ce que pour une seule raison, c'est que le premier parti qui a été légalisé dans les régions sous contrôle de l'armée russe, c'est le Parti communiste ukrainien, qui était interdit depuis 2015 en Ukraine. Et donc ce parti a pu être relégalisé, est réapparu, a pu reparaître au grand jour avec ses drapeaux, ses personnalités, ses militants, grâce
enfin grâce, ou bien du fait, prenons un terme neutre, de la prise de contrôle par les Russes des territoires des oblasts de Kherson, Zaporijia. Zaporijia en partie, Kherson complètement. Donc voilà. Et enfin, dernier point, je pense, de similitude, et ensuite je te laisserai la parole. Pour moi, c'est l'utilisation de ce que notre ami Xavier Moreau avait appelé le fascisme de transition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça permet de détruire l'adversaire, l'utilisation de courants nationalistes extrémistes, aux racines d'ailleurs en général pro-allemandes dans les deux cas, est tout à fait acceptable, alors que bien sûr on se refuse complètement, on condamne le néonazisme chez nous. Donc vous avez en Yougoslavie, c'était le courant Ustashi qui avait été réhabilité par la presse occidentale, qui disait que finalement un drapeau damier, on ne va pas fouetter un chat pour ça. Les insignes Ustashi par les soldats croates, c'est des vieilles affaires tout ça. On vous fait la même chose avec les néo-bandéristes ukrainiens, où on vous dit ah ouais, la rune du loup, oui, c'était un signe de la division d'Asreich, mais vous savez, c'est du folklore local, quoi. Ils sont pas vraiment nazis, ces gens-là. Et puis bon, quand ils ont Adolf Hitler de tatouer sur le bras gauche, c'est vrai, c'est un peu too much, mais vous savez, faut leur pardonner, ils défendent leur pays. Et puis quand à Ternopol on ouvre un stade, on baptise le stade Roman Shurevitch, qui était donc le chef de la branche armée de l'organisation des nationalistes ukrainiens, donc la principale organisation qui a collaboré avec les Allemands pendant la guerre, dont il faut rappeler que ce gentil personnage a été donc l'homme qui a commandé les détachements ukrainiens qui ont fusillé, je crois, 200 à 300 000 juifs à Babi Yar, enfin des juifs, mais aussi des communistes et puis des tziganes, parce qu'on faisait un peu de gros à l'époque. Aucune protestation de la presse occidentale. L'ambassadeur de France qui va sur tous les plateaux télé depuis 3 mois et qui dit combien le régime russe est méchant, lui aussi n'a pas protesté. Le seul qui avait protesté à l'époque, c'était l'ambassadeur Lyon, ambassadeur d'Israël, qui d'ailleurs avait eu comme réponse de la part de l'ancien chef de Pravый Sector, Dmytro Yarosh, qui n'étant pas nazi, comme chacun sait, est très officiellement conseiller du commandant, du général chef d'état-major des armées ukrainiennes. Donc Dmytro Yarosh avait dit, mais donc l'ambassadeur d'Israël est forcément un agent russe. Donc, voilà, un peu. Donc, je pense que, dans les deux cas, les bandéristes ou les Ustashi, on est face à des mouvements qui ont été qui pendant la guerre ont été particulièrement actifs dans leur collaboration avec l'Allemagne et qui ont en général d'ailleurs donné aux Allemands plus qu'ils en demandaient. C'est le point commun entre les deux, c'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle le pogrom de Lvov en juillet 1941. En fait, les Allemands arrivent, tous les Juifs ont déjà été estourbis dans la ville parce que les bandéristes ont déjà fait le travail, en fait. Ils avaient pris un peu d'avance. Vous avez eu aussi ce qu'on appelle les massacres de Volhynie, donc en 1943, où les bandéristes ukrainiens décident de régler leur compte à la minorité polonaise de cette région, et ils avaient comme spécialité, alors j'espère qu'il n'y a pas d'enfants, ils avaient comme spécialité d'attacher
des enfants par grappe de 5 ou 6 à un arbre, et de mettre des grenades entre chaque, et puis de voir le résultat. C'était un point que les SS disaient que ça c'est vraiment barbare quand même. Voilà. On a retrouvé dans un rapport du commandant SS de la région que c'est quand même une pratique barbare, quoi. Donc voilà pour les banderistes. Je pense que comme le sujet Oustachi est ta spécialité. Oui, est ta spécialité. Voilà. Bon, mais écoutez, moi je suis très très content d'être avec vous ce soir parce que ça me rappelle malheureusement les réunions qu'on avait avec des gens comme à l'époque Michel Collomb, Pierre-Marie Gallois, au même moment, au début de la guerre des Yougoslaves, où tout le monde se disait comme toutes les guerres, oh ça sera une guerre d'un mois ou deux, puis ça a duré 4 ans. J'espère pas que cette guerre-là va durer 4 ans, mais je me souviens très bien, c'était la même ambiance. Et pareil, dès le début, ce que vous avez très bien dit Romain, c'est que j'ai l'impression vivre le même traumatisme, c'est-à-dire, je me rappelle à l'époque, je ne pouvais même plus regarder la télé, tellement il y avait de propagande. Et si vous voulez, de la même manière qu'aujourd'hui, on est le seul pays, quand on réfléchit, en Europe, où il n'y a pas un débat avec un Russe. C'est en Italie, j'en ai vu, en Espagne, j'en ai vu. Évidemment, sans parler des grandes manifestations en Serbie, pro-russe, etc. Il faut voir à quel moment on est. Il y a un directeur de musée, que je ne nommerai pas, qui s'est permis ce que les nazis n'avaient jamais osé, c'est-à-dire débaptiser le nom d'un tableau d'Edgar Degas, et le pauvre, il doit se retrouver dans sa tombe. Les demoiselles russes sont devenues les demoiselles ukrainiennes. Ouais. Et donc c'est devenu, si vous voulez, je pense que c'est la puissance telle qu'on ne connaît pas. Et en introduction, moi, la dernière chose, moi je le dis dans ma chair, vraiment, mais je pense qu'on est en train de se séparer de tout un monde. Moi, quand j'ai fait, maintenant, de faire des conférences sur cette question ukrainienne, et puis le jour où je prépare ma dernière conférence, Le Monde, évidemment, il faut plutôt nommer l'immonde, hein, Le Monde qui titre « La Russie est isolée ». Et j'éclate de rire, parce que c'est le contraire. Je montre à les étudiants la carte des sanctions, et c'est ce qui est incroyable en France, à quel point on n'a pas conscience de ça, mais c'est le contraire. C'est nous qui nous isolons par rapport au reste du monde. L'Inde, la Chine, toute l'Amérique latine, toute l'Afrique soutiennent Poutine. Regardez sur les réseaux, c'est un soutien massif. Tout le Moyen-Orient. Et si nous on continue comme ça, que la guerre soit, quelle que soit l'issue de la guerre, eh bien on se sera complètement coupé, pas seulement de la Russie, mais du reste du monde. Et c'est là où il faut qu'on comprenne, en tant que Français, jusqu'où on va. C'est hier, je l'ai entendu, je pense, Sergei Lavrov, qui a eu une très belle maîtrise de soi face à ce qu'on peut appeler des hyènes du système, hein, qui l'ont harcelé sans arrêt, mais qui a dit le problème c'est pas nous. Et on sentait dans son calme, que le problème finalement c'est pas la Russie qui va, quelles que soient les conséquences économiques ou autres, c'est pas la Russie qui va tomber, c'est l'Europe. Et les Américains sont en train de jouer un jeu contre l'Europe. L'Union. Et exactement, contre l'Union européenne. Et donc, pour reprendre les points de comparaison, on en avait beaucoup discuté avant avec Romain, mais il a entièrement raison. Le premier point de comparaison qu'on peut faire, qui est sidérant, c'est évidemment la propagande. Moi, je me souviens, alors, je ne sais pas, les plus jeunes ici ne le savent pas, mais il y a eu des mots terribles pendant les guerres yougoslaves, où, par exemple, un certain Wesley Clark avait dit au début du bombardement, commandant-chef de l'OTAN, ouais, sur Belgrade, nous ramènerons la Serbie la Yougoslavie à l'âge des cavernes. On peut le comparer à ce qui a été dit au début par notre cher ministre de l'économie. Bon. Pareil, la propagande qui était telle que pendant 4 ans, de la même façon que maintenant on ne peut plus, ne serait-ce que écouter, je ne sais pas, une chanson russe ou eh bien, pareil, à l'époque, il ne fallait surtout pas inviter des Serbes ou des Roms dans les débats. Et donc, c'est même pas un manque de démocratie, mais une sorte de mépris de l'autre qui n'a jamais été atteint dans notre histoire. J'ai oublié, il y avait BHL aussi dans les deux conflits. Alors BHL, je peux vous dire. Alors BHL, par exemple. Pour vous dire qui est BHL. BHL,
fait certains d'entre vous s'en souviennent, il fait au milieu des guerres yougoslaves un film où, en tant qu'intellectuel, il s'engage pour l'armée bosno-musulmane. C'est un film qui s'appelle Bosna. Et je lui pose la question à la fin de la conférence, mais monsieur VHL, en tant qu'intellectuel, comment vous pouvez être d'un côté et pas de l'autre, donc prendre parti, et puis surtout soutenir une armée? Alors, il ne se démonte pas, il me dit que 3 ans auparavant, il a été le premier à signer une pétition pour la paix en Yougoslavie. Okay, la conférence se termine, on sort dans la rue, c'était rue Champollion, il vient vers nous, c'est lui qui vient vers nous, et il nous dit, bon les gars, là, vous savez, j'ai fait un film sur la Bosnie, on m'a donné les archives, bon, mais si vous connaissez Milosevic, je peux faire la même chose pour Milosevic. En fait, BHL, il faut le prendre comme ça. BHL, évidemment, c'est pas un intellectuel, mais c'est très loin de quelqu'un qui a ses propres opinions. En fait, BHL, c'est en ça qu'il est dangereux, parce que partout où il va, il sème la guerre. Et on l'a vu après, en Libye, en Syrie, partout. C'est un des hommes les plus dangereux. Donc, c'est vrai que l'ensemble des intellectuels à l'époque, BHL, Bruckner, étaient contre toute idée de défense de Yougoslavie. Pourquoi? Alors, à l'époque, on ne comprenait pas. Les bombes tombaient sur Belgrade, il y a eu des massacres de part et d'autre, un massacre en Bosnie de part et d'autre. Le chiffre, moi je l'ai mis dans le livre, mais le chiffre, c'est quand même... alors malheureusement, c'était comme tu dis, une guerre civile, puisqu'on prend juste le cas de la Bosnie, ce qu'on vous dit jamais, c'est que, certes, il y a eu Srebrenica, mais Srebrenica s'explique par ce qui s'est passé auparavant. C'est à la Noël 1992, dans un parti serbe orthodoxe, donc à la Noël orthodoxe, les massacres faits par, pas du tout des bosno-musulmans. Et c'est ça aussi le point que je trouve, moi, la grande similitude, c'était parce qu'on appelait à l'époque les Afghans, c'est-à-dire des djihadistes venus de terrains moyen-orientaux et qui venaient d'Afghanistan. Or, ce qui est né en Yougoslavie, ça a été démultiplié, je pense que vous l'avez vu. De chaque côté, on a énormément de mercenaires qui viennent du monde entier. Mais ça, c'était très fort déjà dans le cas yougoslave. Et donc, malgré ça, si vous voulez, malgré Srebrenica, vous aviez en Bosnie, malheureusement, il y a eu énormément de morts, mais un peu plus de 100 000 en 5 ans. Et ça correspond à peu près au nombre de population, d'habitants en Bosnie. C'est-à-dire sur 100 000 morts, vous avez un peu plus de 40% de bosno-musulmans, 30% de bosno-serbes, et le reste, les bosno-croates. D'accord? Or, on disait à l'époque, seule l'armée serbe de Mladic, appuyée par Belgrade, tue. Un peu ce qu'on entend actuellement sur l'armée russe, appuyée par la Russie, qui tue. Donc toujours l'idée qui était complètement fausse. Et donc, cette similitude sur les... L'autre similitude, c'est évidemment sur les massacres. Hein, tu l'as dit, mais on sait très bien maintenant, qu'à Sarajevo, les 2 massacres terribles de plusieurs dizaines de personnes, où des massacres à travers lesquels des bombes tombent, en fait des tirs d'obus sont tirés de la ville même sur le marché de Marcalais, eh bien, sont l'acte, les 2 fois à Marcalais, d'une partie, c'était l'unité parachutiste de l'armée bosno-musulmane, sur le marché, pour pouvoir attirer tout de suite l'opinion internationale. Et on a vu que Butcha, c'est exactement le même effet. Qui est l'auteur? On ne sait pas, mais en tout cas, ça a eu l'effet direct, dès le lendemain, d'un revirement, par exemple, de notre président, qui jusque-là était dans une sorte de discussion, mais qui, dès le lendemain, a pris fait et cause pour les Ukrainiens et a accéléré l'envoi d'armes aux Ukrainiens. Et donc, on voit, ce sont des guerres où il y a comme ça, et c'est un phénomène nouveau qui est né en Yougoslavie, eh bien, l'organisation préméditée de tirs. Est-ce qu'ils veulent que ça aboutisse à des massacres? On ne sait pas. Mais en tout cas, de tirs prémédités sur sa propre population pour que l'opinion internationale amène les présidents à accélérer l'aide massive pour l'autre partie. Alors, à l'époque, on se posait des questions, mais pourquoi cette guerre? Pourquoi Vukovar? Tu l'as dit en partie. Et c'est la similitude entre l'Ukraine et le cas yougoslave. L'Ukraine, vous savez tous, Romain n'a pas voulu vous le dire, mais vous savez tous que l'Ukraine, Brzezinski le disait dès 1995 dans le Grand Échiquier, Brzezinski se conseillait
de plusieurs présidents américains, il le dit très clairement. Il dit déjà, nous, l'Europe, on est une tête de pont des États-Unis. Bon, on le voit encore lorsque un ministre des Sports choisit Amazon plutôt que Antenne 2 pour un quart de finale de Roland-Garros. On est tellement inféodé aux États-Unis que ça devient risible. Mais en tout cas, il disait bien qu'on est une tête de pont et qu'après, pour affaiblir la Russie, il faut la couper en trois. En gros, pour mettre la main sur les richesses de Sibérie et les richesses d'Ukraine, il faut couper la Russie en trois. En gros, réduire la Russie à la Russie telle qu'elle était au XIVe siècle, ce qui fait que la Sibérie à l'est et l'Ukraine et les terres russes de la Volga, eh bien, tombent sous l'escarcelle de multinationales américaines. Et en fait, le plan, c'était ça. Le plan, c'était ça parce que l'Ukraine, comme la Yougoslavie, c'était quoi à la fin de l'URSS? C'était les principaux foyers agricoles. La Serbie avec la Vojvodine, c'est le foyer agricole de la Yougoslavie. De la même façon que l'Ukraine, on le sait maintenant, hein, c'était vraiment, depuis les années 20, le foyer agricole de l'URSS. Et deuxième chose, c'était deux pays à très haute technologie, les principales industries d'armement. Vous voyez, la Yougoslavie, on l'oublie un peu, mais bien avant la Pologne et tous les autres, dès la fin des années 80, devait rentrer dans la CE. Et la Yougoslavie, c'était ce pays qui avait, par exemple, en 88, la voiture de l'année, c'était la fameuse Zastava. Ce qui vous dit à quel point ça faisait peur, en fait. La Yougoslavie, si vous voulez, le fond de la question yougoslave, c'est que les Américains, les systèmes mondialistes, n'acceptaient pas qu'il y ait une troisième voie, ni soviétique, ni libérale. Et donc a voulu et a réussi à casser ce système-là, à casser le modèle yougoslave. Et donc, il s'y emploie très bien. Alors, on ne va pas refaire la guerre yougoslave, mais si vous voulez, c'est la reconnaissance très rapide des indépendances slovènes et croates. Et ensuite, l'utilisation très forte de ces milices dont tu as parlé. Et le cas, la similitude aussi avec l'Ukraine est quand même assez flagrante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les unités musulmanes, on introduit les djihadistes venus de l'extérieur. Pourquoi est-ce que les Serbes deviennent aussi féroces? Mladic se défend aussi bien parce qu'il a le souvenir, lui, qui a perdu une bonne partie de sa famille lors de la Seconde Guerre mondiale, devant l'action des djihadistes, des SS Handjar, qui avaient été envoyés par Hitler en Bosnie. En Bosnie, il y avait eu les SS Handjar. Pourquoi est-ce que les Serbes de Bosnie et de Krajina se défendent ardemment et ne veulent pas entendre parler d'une aide internationale? Parce qu'ils se souviennent, 60 ans après, eh bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce que tu disais, des massacres faits par les Oustachis, ces milices Oustachis. Moi, j'ai beaucoup travaillé dessus ces derniers temps. Si vous voulez, sur l'équivalent du territoire de l'État indépendant de Croatie, en gros la la Bosnie et la Croatie actuelle, si vous voulez, c'est à peine plus grand que la Bretagne, eh bien, vous aviez 22 camps de concentration et d'extermination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le camp de Jasenovac, qui est l'équivalent d'Auschwitz, mais il y a 22 camps de concentration et d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Or, il suffit de lire un très beau livre, je pense que vous connaissez, hein, de Malaparte, qui s'appelle Caput. Dans Caput, de Curzio Malaparte, l'auteur italien, il y a des pages incroyables où, ce que tu disais, les dignitaires allemands sont invités par les dignitaires oustachis. Ils mangent très bien, puis à la fin du repas, ça vous a plu? Ben oui. Est-ce que vous avez mangé? Vous avez mangé, vous a plu? Oui. Bon, ben vous venez de manger les yeux de Serbes ou Juifs ou Roms qui ont été exécutés ces derniers jours. Et donc, ça amène les Allemands, dès l'été 42, à dire stop. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire que les massacres sont tellement rapides. C'est un Auschwitz qui est né un an avant, en fait. Un an avant Auschwitz. À l'été 41, le consul de France à Zagreb, tous les jours, a des notes incroyables disant qu'il se passe des choses terribles. On massacre à coups de pioche les gens à la sortie d'une mine ou à la sortie d'une savonnerie. Et donc, c'est ça qui est réutilisé. Or,
Pourquoi je vous dis tout ça? C'est ce qui a fait peur au Serbes dans les années 90. Mais aujourd'hui, c'est ces gens-là qui vont se battre du côté d'Azov. Vous avez des Oustachis, plusieurs centaines d'Oustachis qui sont en train de se battre du côté des milices d'Azov. Et donc, on comprend pourquoi en face, eh bien, l'armée russe pilonne et veut défendre les Syriens, qui sont tout simplement des Russes de l'Est. Et donc là, il y a un enjeu vraiment énorme. Tout le monde rigole, c'est semblant de ne pas comprendre dans les médias en France, quand Poutine n'est pas seulement lui, mais parle des nazis, mais c'est un fait véritable qui est historique et actuel, et sur lequel on est très républicain, mais on pourrait même penser, pour certains, c'est la lutte du bien contre le mal. Il y a un caractère vraiment thaumaturgique à cette guerre. En tout cas, les Russes sont convaincus qu'ils se battent là pour le bien contre le mal absolu qui est là en Ukraine. Et donc, dernier point, il y a vraiment... pourquoi tout ça? Je vous parlais des richesses. Le but des Américains, que ce soit en Yougoslavie ou en Ukraine, c'est de mettre la main sur ces richesses. À l'époque de la guerre du Kosovo, personne n'avait compris. 78 jours de bombardement, il y a eu quand même plus de 3000 morts, un pays qui a été dévasté complètement. On n'a pas entendu les écologistes se plaindre des bombardements sur Panchevo ou autres. Mais personne ne comprenait. Alors le prétexte était, rappelez-vous Jospin et Chirac qui disaient, c'était pour punir Milosevic qui est en train de lutter contre les Albanais. Non, avant même les bombardements. Qui est en train de faire un génocide contre les Albanais. Exactement. Et le TPI n'a jamais condamné personne pour génocide au Kosovo. Ah non, bien sûr. Les généraux de l'armée yougoslave qui ont été déférés dans le Kosovo, aucun n'a été condamné pour génocide. Ah oui. Mais si vous voulez, les bombardements commencent le 24 février. Les Serbes, on les a condamnés pour crime contre l'humanité, déportation de population, mais pas pour génocide. Ah oui. Or, on avait dit, si on y va, c'est pas si un génocide en cours. Oui, oui. Mais juste pour terminer, là, cette guerre-là a commencé le 24 février. Bon, la Yougoslavie, c'était le 24 mars 1999. Et déjà, une semaine avant, vous aviez Halliburton, quand on parle du complexe militaro-industriel américain, Halliburton, qui avait déjà, qui était bien ancré en Amérique latine, Halliburton, qui creusait les bases de sa future plus grande base américaine en Europe, qui est Bond Steel. Plus de 7000 hommes, et Bond Steel c'est incroyable, hein, c'est au Kosovo, plus de 7000 hommes, alors vous avez des Big Mac, une université, des églises, donc ils sont là pour longtemps. Pourquoi ils sont mis là? Parce que c'est Dick Cheney, c'est le fils de Dick Cheney, qui a pris les rênes de la filiale d'Hallyburton. Et pourquoi? Parce qu'on est là sur des gisements de lignite, de zircon, des métaux rares. On est à l'intersection des corridors européens, corridors 10 et 4, et corridors américains. C'est là où passe, évidemment, l'ancien Gazprom, qui est maintenant le Turkish Stream, et là où passe aussi le fameux Nabucco américain. Vous voyez? Mais si vous voulez, ces guerres-là, c'est des guerres vraiment géostratégiques, beaucoup plus fortes qu'auparavant, puisque c'est pour ça ce qui explique les violences. C'est-à-dire qu'on est dans un conflit d'intérêts à échelle mondiale, comme en Ukraine. En Ukraine, quand on parle des conflits sur les ports, le port de Odessa, la question du blé, la question du gaz, ça prend des proportions aussi fortes parce que c'est vraiment un combat de titans entre les compagnies américaines et les compagnies russes. Et donc, c'est ce qui explique que la guerre va perdurer. Moi, je pense. Autre parallèle qu'on aurait pu faire, c'est que, mais à l'époque, la Russie n'avait pas mis son veto au Conseil de sécurité, la Yougoslavie s'est retrouvée avec un embargo économique total pendant... Ah mais pendant 2 ans. Pendant 2 ans, ah oui. Ah oui. Pendant 2 ans. Oui, l'embargo aussi, c'est un moyen... C'est-à-dire que l'idée, c'était, comme les sanctions qu'on fait, mais là on les fait de façon complètement unilatérale, c'était de mettre à genoux économiquement la Yougoslavie, et de mettre à genoux économiquement les Russes, de leur faire la fameuse guerre économique totale que notre ministre de l'économie a promis, et qui a les brillants résultats qu'on voit actuellement.
C'est-à-dire que le rouble est à son taux le plus haut depuis au moins un an. Sur les parallèles aussi que je trouve intéressants, c'est justement ces deux conflits, ils partent d'une sorte de refus par des populations de zones, alors russophones à plus de 80% dans le cadre du Donbass, et des zones serbes de Krajina, qui refusent en fait de se faire imposer un nouveau pouvoir qui justement utilise les symboles des bandéristes d'un côté, des oustachis de l'autre, et en tout cas enfin voilà, c'est quand vous avez les en 2014 on dit que dans l'armée ukrainienne dorénavant le salut sera Slava Ukraine et Geroem Slava, qui était donc la salutation que se donnaient les miliciens bandéristes, je peux vous assurer que dans le Donbass, c'est comme si on brandissait la croix gammée devant les gens. Et il y a un deuxième aussi, je pense, parallèle qu'on peut faire, c'est que en Ukraine, depuis 2014, et dans la Croatie du président Tudjman et dans la Slovénie du président Kučan, l'objectif aussi des nouveaux dirigeants, ça a été, donc depuis 2014 en Ukraine, ça a été ce qu'on appelle la politique de décommunisation et désoviétisation. C'est-à-dire de tuer l'homme soviétique derrière chaque Ukrainien. Et je pense que, tu me diras si je me trompe, l'idée aussi des dirigeants croates, slovènes dans une moindre mesure, c'était de tuer l'homme yougoslave aussi. Donc ça passait par le fait, par exemple, qu'on a renommé tous les... on a changé tous les toponymes soviétiques pour leur donner des nouveaux toponymes bien ukrainiens. On a bien sûr enlevé toutes les statues de Lénine, les statues de généraux soviétiques dans les villes ukrainiennes. Et ça, pareil, dans le Donbass, ça ne pouvait pas du tout passer. Parce que en 1917, par exemple, enfin, pour vous dire à quel point cette région était différente du reste de l'Ukraine, en 1917, donc durant la révolution de février 17, plus de la moitié de la totalité des soviets de l'Ukraine actuelle étaient dans le Donbass. C'est-à-dire que c'était une région qui était, je dirais, beaucoup plus bolchevisée que la moyenne du reste de l'Ukraine. Et avec toute une tradition, justement, d'organisation, communiste, enfin social-démocrate à l'époque, communiste, marxisante, etc., qui était beaucoup plus implantée que dans tout le reste de l'Ukraine. Et cette culture-là, elle est restée, en fait, avec le temps. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, des politiques de décommunisation et de désoviétisation, c'était sûr que dans le Donbass, c'est un truc qui passerait jamais, quoi. Et d'ailleurs, le premier truc que font les miliciens du Donbass quand ils reconquièrent une localité, c'est qu'ils lui redonnent son nom d'avant. Bakhmout va redevenir Artyomovsk, par exemple. Artyom était le grand chef bolchevique local, qui est même une légende en fait dans les livres d'histoire soviétique, donc dans la région de Donetsk, etc., etc. Donc, je pense aussi que voilà, fallait aussi il y a une entreprise aussi de casser l'ancienne Homo soviéticus, et quoi de mieux que des rivières de sang pour définitivement par la haine en terminer avec ce qui empêche l'Ukrainien d'être un bon occidental comme les autres, consommateur et admiratif devant
nos législations si progressistes et nos démocraties si parfaites? Alors, je te remercie parce que c'est vraiment ces deux points sont vraiment très importants. Le premier, l'autonomie. C'est vrai que j'y pensais pas, mais la lutte pour l'autonomie, ce qu'on ne comprend pas en France, nous qui vivons dans un État jacobin très centralisé depuis des siècles, c'est que tous les pays en Europe sont construits sur des fédérations, finalement. Et notamment la Yougoslavie et l'URSS. La Russie d'aujourd'hui, c'est 89 fédérations. Même, rappelle-toi, en 1994, quand le Tatarstan avait déclaré son autonomie et quasi l'indépendance, le président russe de l'époque s'est empressé de négocier, on avait négocié un traité pour ne pas perdre le Tatarstan qui est au cœur de la Russie, en leur donnant un drapeau, et le droit de vendre leur pétrole au prix qu'ils le voulaient. À quel point, si vous voulez, c'est des fédérations. Or là, l'analogie est très forte avec la Yougoslavie. Encore aujourd'hui, chacune des petites républiques, la Yougoslavie, c'est maintenant le Monténégro, 600 000 habitants, la Bosnie, 4 millions. Chacune de ces républiques est très fédérale. En Serbie, 6 millions d'habitants, vous avez, du fait de construction des communistes depuis 1945, au nord, la Voïvodine, un peu moins de 2 millions d'habitants, au sud, le Kosovo-Métochi. Et pas le Kosovo, c'est le Kosovo-Métochi, selon la résolution 1244 de l'ONU. C'est toujours pas le Kosovo, puisque le Kosovo n'est reconnu que, là aussi c'est l'analogie avec l'affaire ukrainienne, que par les pays occidentaux. Le Kosovo, depuis 3 ans, pendant le Covid, la diplomatie yougoslave a très bien travaillé pour faire revenir en arrière beaucoup de pays africains, moyen-orientaux, qui s'étaient précipités pour reconnaître le Kosovo et maintenant qui ont vu les dégâts que ça pouvait faire et qui sont revenus en arrière. Mais si vous voulez, tout ça pour vous dire que même au Kosovo, qui est une province méridionale de la Serbie, vous avez 6 langues parlées. En Voïvodine, 7 langues. Vous allez au Parlement, tous les débats se font en 7 langues et ça se passe très bien. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Comme l'oblast de Donetsk et Lugansk, il ne faut pas oublier qu'eux, ils savent ce que c'est un référendum. De la même façon que les gens, les peuples, parce que là aussi, en Ukraine, je voyais l'autre jour un maire qui avait le nom, qui met soutenons le peuple ukrainien. Il n'y a pas de peuple ukrainien, il y a des Hongrois, des Turcs, il faut vraiment comprendre ça. Et de la même façon que les peuples qui vivent Lugansk et Donetsk, eh bien, ont voté par référendum l'autonomie avant 2014, puis en Crimée, les Russes de Crimée, pareil, l'autonomie. Eh bien, les Serbes de Krajina, en 90, avaient voté l'autonomie, sur le modèle, justement, du Kosovo. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce sont des systèmes très fédéraux où il y a l'autonomie, les référendums qui se font très naturellement. Et donc, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est l'analogie, si vous voulez. C'est-à-dire que quand ça va d'un côté, c'est bien, mais quand c'est de l'autre, non. Quand ce sont les Russes de Lugansk ou Donetsk qui votent le référendum, c'est pas bon. On envoie l'armée, parce que c'est ça qu'a fait Kiev en 2014. Pareil, quand ce sont les Albanais du Kosovo qui votent l'indépendance, l'autonomie, on leur donne. Par contre, les Serbes de Krajina, en 90, on envoie l'armée croate, soutenue par l'Allemagne. Vous comprenez? Donc, si vous voulez, c'est là qu'il y a une césure entre Occident et monde asiatique, c'est-à-dire le monde oriental. On voit très bien cette césure. Et pour terminer, les frontières, c'est cet Occident qui a tout fait pour détruire la Yougoslavie, en appliquant des frontières faites par Tito, un communiste, en 1945. Donc en gros, aujourd'hui, les frontières de tous ces pays, ce sont des frontières complètement illégitimes dans les Balkans, puisqu'il n'y a pas eu de référendum sur les frontières comme dans les années 20 et 30. Et ça arrange l'Occident. Parce que ça dément, ça crée des petits pays, 600 000, 4 millions, 2 millions. On sépare les peuples entre eux, on les recompose, un peu ce qu'avait fait Khrouchtchev dans les 50. Et donc, si vous voulez, c'est porteur de conflits à venir. Et je pense que cette question des frontières, elle est vraiment capitale, et c'est ça l'analogie avec l'Ukraine. Deuxième point, tu disais, c'était sur les... sur les numériques, non. J'ai perdu le fil. J'avais parlé détruire l'homme yougoslave. Alors, là, il y a analogie et un peu de différence. En fait, en Yougoslavie, fin des années 80, les ferments de la guerre
localement, sont une crise économique très forte, une corruption, là, une analogie avec l'Ukraine, mais il y a un fort sentiment yougoslave. Alors, je ne sais pas s'il y avait le même en URSS, au même moment, en tout cas là, dans les années 2000-2010. Il y a un fort sentiment yougoslave. Vous prenez des villes comme Zagreb, en Croatie, ou Sarajevo, en Bosnie, les gens se déclaraient yougoslaves. La guerre commence, et phénomène peut-être naturel aussi, d'instinct de survie, mais chacun essaye de retrouver son identité, et donc ce qui crée des choses terribles, des divorces. Et ça met la guerre au sein des familles. Au sein des familles. Ah, moi, je peux en parler. Ah ouais. Et moi, je connais une mère et sa fille qui se parlent plus quand même. Donc, ouais, vraiment, et c'est ça qui était terrible. La mère habite à Kiev, la fille habite à Vladimir en Russie. Ah oui, plus rien. Et ce qui s'est passé en Yougoslavie pendant les guerres, dans les années 90, chacun est revenu sur son identité, le sentiment yougoslave a disparu, mais par contre, aujourd'hui, on est quand même 20 ans après ces guerres, le sentiment yougoslave réapparaît. Vous avez des républiques comme le Monténégro et la Bosnie, où le sentiment yougoslave renaît, et assez fortement. Donc, alors, le phénomène de, comme tu dis, d'homo soviéticus ou d'homo yougoslave, il n'y a pas eu de statut déboulonné de Tito. Il est toujours resté très fort. Ce qui a, pendant les guerres, défavorisé la partie serbe, mais ce qui n'a pas... Enfin, en Croatie, quand même, les monuments aux partisans ont été détruits dans tout un tas de communes. Il y a eu des... Enfin, voilà. Alors, il y a un phénomène, je pense, qui est sur la langue. Ça aussi, c'est pour nous très compliqué. Il y a une guerre de... Bon, il faut remonter au XIXe siècle. Et si vous voulez, on apprenait, moi j'ai appris le serbo-croate. Pourquoi? Parce que la différence entre serbe et croate, c'est une construction politique qui date du XIXe. Jusqu'au XIXe siècle, tous les peuples habitant cette région-là parlent la même langue. Moi, je pense que de la même façon que dans l'espace russe, on parle le russe pendant très longtemps. Dans les années d'après Seconde Guerre mondiale, les Croates se sont petit à petit, alors c'est l'émigration croate qui a construit une langue nouvelle. De la même façon que les Biélorusses, c'est Alain Karamakos qui m'expliquait dans une conférence que dans les années 20, les dirigeants soviétiques avaient réuni les linguistes en disant tu crées une langue différente. C'est pareil aussi, c'était comme ça. Donc il faut bien comprendre que ces langues sont des créations politiques. Par exemple, un hélicoptère, c'est l'hélicoptère en serbe et l'hélice qui tourne en croate. Vous voyez, on crée des mots petit indiens parce qu'il faut absolument. Tudjman en Croatie, pour assumer son pouvoir, Tudjman, cet ancien apparatchik communiste et qui prend le flambeau du nationalisme à partir de 91, pour asseoir son pouvoir, il va créer une identité sur la langue. Or, et c'est là où ces gens qui ont ouvert la boîte de Pandore, et là c'est à la fois des facteurs endogènes comme les communistes, mais nous aussi, l'Union européenne ou d'autres qui ont permis ça, c'est qu'une fois que c'est ouvert, c'est infini. Actuellement, au Monténégro, vous avez Djukanovic, c'est le président le plus autoritaire sur le long terme, parce qu'il est au pouvoir depuis 37 ans. Il a été premier Milošević, puis après il a changé, puis il va où va le vent. Et si vous voulez, Djukanovic, il est en train de faire la même chose pour asseoir son pouvoir. Il est en train de créer une langue monténégrine qui est une fiction totale, une création totale. Donc c'est très dangereux quand on rentre dans ce jeu-là d'utiliser les gens sur des langues qui sont entièrement créées. Et pour être allé, par exemple, au Kosovo, c'est vrai que parfois, ça se retourne contre eux parce que les Albanais du Kosovo changent les noms de villes, comme tu disais actuellement. Alors Mališevo, Mališeva, ils changent une diphtongue, voilà. Mais si vous voulez, ça ne représente rien, puisque c'est tout le patrimoine au Kosovo est entièrement serbe. C'est la densité d'églises la plus forte en Europe. Donc, même à vouloir changer la langue, ils n'arriveront pas à changer l'identité même de cette région. Donc là, il y a cette bataille-là entre langue et identité qui est très forte actuellement. C'est vrai.
puis, je voulais terminer par quand même, j'ai vu récemment Radio Free Europe, donc un média qui n'est pas de propagande d'après la presse française. Hein. Ah bon? Parce que quand on est financé par le Congrès, on est forcément dans le camp du bien et de l'objectivité. Radio Free Europe a fait récemment une émission sur le thème, donc 53 minutes, donc dans l'émission russe de Radio Free Europe, sur le scénario, dessinez-moi le scénario d'un Poutine qui suivrait le même chemin que Milosevic, c'est-à-dire direction à la haie et avec une mort naturelle. Bien sûr. Donc, pour terminer, voilà, l'épilogue du conflit ukrainien n'est pas encore là, on en est même très loin. Mais par contre, j'aimerais que tu nous parles un peu de l'utilisation de la justice pénale internationale, qui est née d'ailleurs sur la guerre de Yougoslavie. Il faut rappeler que la Yougoslavie est, je crois, l'un des seuls États qui n'a pas de successeur. C'est-à-dire que officiellement, la Yougoslavie en fait a cessé d'exister et aucun des traités qu'elle a signés en fait n'existe plus avec elle. Donc, c'est un cas unique en droit international. Et donc voilà, j'aimerais que tu nous parles de cet outil que la civilisation s'est donné pour châtier les criminels de guerre et autres méchants qui, comme chacun sait, sont presque tous serbes. Oui, évidemment. Alors c'est la fameuse justice dite internationale. Il ne faut pas confondre le tribunal de La Haye, qui existe depuis 1948, qui a des lois universelles, et le tribunal pénal international pour la Yougoslavie, qui a eu son siège à La Haye de 2003 jusqu'à il y a 2 ans. Le TPY, c'était en fait une arme au service du droit anglo-saxon, complètement illégal et illégitime, et qui est un tribunal, si vous voulez, qui est créé ex nihilo sur un financement entièrement américain, moitié l'État américain et l'autre moitié des organisations que l'on connaît bien, comme la New Endowment Democracy, la NED, et puis d'autres officines très, très vertueuses que vous connaissez tous. Et donc, si vous voulez, moi quand j'y suis allé, j'étais allé par hasard, pour faire un peu d'historien, pour voir un peu ce qui s'y passait. Alors c'était étonnant parce que c'était à quelques encablures de Scheveningen, la prison, une prison qui avait l'air très bucolique, hein, qui était au bord de la plage, coincée entre des maisons aux grandes baies vitrées. On se demande pourquoi Luban n'avait fait aucune action, mais bon. Et donc les Milosevic et les autres sortaient de prison le matin et étaient amenés au tribunal à quelques centaines de mètres seulement, dans cette petite salle qui était faite vraiment pour être un procès historique. Si vous voulez, ils voulaient que ça soit Nuremberg. Parce que quand vous rentriez dedans, eh bien, il y avait beaucoup plus de place pour les caméras. Il y a des écrans géants partout. Ils voulaient faire œuvre historique. Et ils sont complètement plantés, puisque c'était... plus personne n'en parle aujourd'hui. Alors pourquoi plus personne n'en parle? Et parce que pendant plus de 20 ans, eh bien, dans les chiffres, plus de 83 Serbes, alors qu'ils soient politiques ou militaires, ont été jugés. Ils sont passés par les geôles. Alors, par exemple, la présidente de la République serbe-bosniaque, Biljana Plavšić, il est resté quand même 15 ans. Et, comme tu l'as dit, plusieurs ils sont morts, dont Slobodan Milosevic, qui est mort... De mort naturelle. De mort naturelle, c'est-à-dire, évidemment, on a petit à petit, on lui a enlevé ses médicaments pour qu'il puisse mourir de mort naturelle. Et donc, si vous voulez, ça a été vraiment un piège, ce tribunal de La Haye. Un piège, pourquoi? Parce qu'on voyait très bien qu'il y avait... C'était très partial. Au moment où Milosevic meurt, où Plavšić a 15 ans de prison, ben, de l'autre côté, des successeurs des fameux Ustashi comme Ante Gotovina sont libérés, mais surtout des gens comme Nasser Orić, qui avait fait les exactions dont je vous ai parlé tout à l'heure, à Noël 92, est aussi libéré. Pourquoi? Parce que très souvent, au moment du procès,
eh bien, des gens disparaissaient. Hein, il y a eu des cas incroyables où les témoins disparaissaient, comme par hasard, dans les accidents de voiture, au moment où le procès se faisait. Ah, pour Haradinaj aussi Pour Haradinaj aussi, oui, l'Albanais. Et donc, c'est pour ça que le tribunal n'a pas osé finalement aller jusqu'au bout. Ce tribunal, c'est vraiment historiquement quelque chose qui va rester dans l'histoire comme ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est vraiment un tribunal ex nihilo, uniquement, qui traite d'un seul cas et qui est très partial finalement. Et donc ce travail de mémoire historique n'a pas été fait. Ce qu'il faudrait, c'est... alors actuellement, il y a un tribunal pour le Kosovo qui s'appelle le tribunal du Kosovo, qui est en train de juger justement les successeurs d'Haradinaj et des autres, mais qui n'est pas encore si efficace que ça. Mais pour vous dire, le jour où j'y suis allé, moi, j'ai choisi une date vraiment par hasard au mois de mai, c'était à la fin des années 2000, et j'ai vu d'abord Milutinović, qui était un ministre du gouvernement serbe, qui était complètement décati, hein. On voyait qu'il n'allait pas rester très longtemps. Il se défendait très mal, il était complètement pris par la pression. Il s'adressait évidemment en serbe, mais les juges, ça aussi, les juges parlaient tous en anglais. Et vous avez des gens comme Šešelj ou d'autres qui refusaient ce tribunal-là et qui leur répondaient en serbe, et eux parlaient en anglais, donc c'était un dialogue de sourds pendant des années. Donc Milutinović, j'ai assisté pendant 2 heures. Après, un commandant de l'armée bosno-serbe de Krajina qui disait c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est Mladić. Donc on a essayé de remonter la chaîne de commandement. Là aussi, ça s'est réglé très rapidement. Et puis Milošević. Et Milošević, j'étais assis comme vous, hein, c'était fait pour la télé. Hein. Il y avait juste une baie vitrée entre moi et lui, et parce qu'il fallait voir la bête immonde. Et Milošević, c'était incroyable. Je suis tombé, je sais pas. Le rouge-brun. C'était sur le bombardement, il le jugeait sur le bombardement d'une ville du Kosovo, fait par l'armée yougoslave. Et je me souviens très bien, au moment où le juge, ou le procureur, parle, au début, il lui balance comme ça un cahier assez volumineux en anglais, il prend des notes très rapidement, et il commence à se défendre, il leur dit, mais écoutez, cette bombe, si je comprends bien, c'est pas comme aujourd'hui, mais cette bombe, elle ne réfléchit pas, vous êtes d'accord? Quand elle tombe, elle ne va pas choisir si en dessous il y a des Albanais, des Roms, ces fameuses minorités. Le juge dit non. Bon, vous comprenez bien que cette bombe, même si c'est l'armée yougoslave qui l'a envoyée, eh bien malheureusement en dessous il y a des gens de toute nationalité. Ben oui, bien sûr. Et donc, on dit, mais comment vous pensez que l'armée yougoslave puisse envoyer une bombe sur plusieurs nationalités différentes et sans essayer de réfléchir? Et à ce moment-là, la juge répond, mais écoutez, on arrête tout de suite, on ferme les rideaux et on rentre à la maison. Si vous voulez, c'était une justice qui, lorsque les arguments étaient du côté de la défense, arrêtait les débats. Et il faut dire que Milošević, en fait, il y a eu la jurisprudence Milošević, c'est-à-dire qu'après lui, on a interdit aux accusés de se défendre eux-mêmes. Ah oui. Ah oui. Parce que son autodéfense a été enregistrée sous forme d'un livre, Ma justice, et il a été innocenté 10 ans après sa mort. Oui, oui. Mais ce qui était enfin, drôle et cocasse, c'est que, en fait, Milošević avait tellement tourné le tribunal en dérision que, en fait, suite à cela, on avait dit, bon, maintenant on arrête. On interdira aux accusés de se défendre eux-mêmes. Oui. Parce qu'il était juriste de formation. Oui, et puis il était juriste avec. Oui. Mais c'est pour ça que d'ailleurs maintenant il n'y a plus de justice en tout cas sur un seul cas. Toujours. Oui, maintenant c'est la CPI qui a remplacé. Mais pour terminer, moi je voulais vous dire une chose, c'est que tous les deux là, on est un bon exemple de cette. Nous on se sent comme des dissidents, comme à l'époque soviétique. Moi j'ai eu le sentiment de disparaître, mais en une fraction de seconde, quand Sputnik et RT ont disparu. Moi, la moitié de mes interventions
ont disparu. C'est comme si on vous jetait comme ça dans un vide intersidéral. Et vous voyez dans quel pays on est maintenant. La prochaine étape, ça sera quoi? Ça, on ira vous cherchez chez vous pour si vous avez juste une idée un peu différente. Mais non, mais moi je pense que c'est ça. Il faut vraiment la prochaine étape quand même, c'est que le Parlement européen a demandé au Conseil le Parlement de l'Union européenne a demandé au Conseil de mettre des sanctions contre des citoyens de l'Union européenne. Ouais, tu vois. Ils ont demandé de mettre des sanctions contre Gerhard Schröder et l'ancienne ministre des Affaires étrangères autrichienne Kneißl, parce qu'ils avaient encore des mandats dans des sociétés russes. Et donc, on ferait en fait un truc qui est complètement hors norme, c'est-à-dire pas de droit au procès équitable, hop, on vous met sanction, on vous gèle tous vos biens, sans que vous puissiez vous défendre au préalable. Et ça, on le faisait pour les étrangers auparavant, les résidents étrangers. Maintenant, on le ferait pour des citoyens de l'Union européenne sur le territoire de l'Union européenne. Voilà. Ça, d'ailleurs, il faut savoir que c'est une pratique qui a été inaugurée par le pays le plus européen de l'Union européenne, enfin, qui ne soit pas dans l'Union européenne, c'est-à-dire l'Ukraine. C'est en Ukraine qu'on a inauguré cette pratique de mettre des sanctions en fait contre ses propres citoyens. Le président Zelensky a utilisé cette arme-là à 3 reprises déjà contre les chefs de son opposition pro-russe. Ça a permis de fermer 4 chaînes de télévision, de mettre le chef du principal parti d'opposition, la plateforme d'opposition pour la vie, en prison, M. Medvedchuk, qui s'est vu donc retirer tous ses biens par une décision lettre de cachet du président Zelensky. Et donc voilà, c'est une pratique que l'Union européenne voudrait importer dans son droit apparemment, enfin en tout cas c'est l'Assemblée qui s'appelle Parlement européen qui l'a demandé au Conseil. Et puis c'est le pays le plus européen parce que en Ukraine, les référendums, c'est un homme, une voix, mais une seule fois. Comme disaient les djihadistes en Algérie. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul référendum qui a été légal en Ukraine, c'est celui qui a décidé de confirmer l'indépendance de l'Ukraine en décembre 1991. Depuis, il y a eu un référendum qui a été organisé légalement, c'est en 2000, et le Parlement ukrainien a décidé de ne pas ratifier le résultat. Donc c'est encore mieux que chez nous, parce que nous on laisse le résultat se faire et puis ensuite on annule derrière, comme pour la Constitution européenne. Et bien en Ukraine on dit ah non, attendez, il faut que le Parlement ratifie le résultat du référendum et puis s'il n'est pas d'accord, ben, ça ne pique pas. Vous avez le droit de veto, comment dire, parlementaire sur la décision du peuple. Et enfin donc c'est le pays le plus européen parce que on va jusqu'à faire la guerre dans les régions où on veut faire des référendums. Donc vous voyez, ils sont allés encore un cran en avance sur nous de ce point de vue-là. Donc voilà. Donc on va prendre vos questions, je pense. Oui, c'est moi qui vais diriger les questions. Si vous pouvez vous limiter à des questions et pas des discussions avec les deux intervenants, vous aurez tout le temps. Il reste après de toute façon pour un verre. Je commence avec vous, monsieur. Oui, qu'en est-il de l'enquête sur la fameuse affaire de la Maison Jaune dont a été impliqué le Premier ministre de l'époque, Achille Tachi, et dont notre Bernard Kouchner a raillé au moment où on a fait part à la Alors l'enquête, je vous remercie, la Maison Jaune, c'est vrai que c'est une histoire quand même à peine croyable. Hein. C'est des jeunes soldats d'armée yougoslave qui ont été tués la dernière année de la guerre en 99, et dont le corps a été vendu à plusieurs pays en dehors de l'ex-Yougoslavie. Et il faut se rappeler que Bernard Kouchner a été quand même gouverneur du Kosovo avant que le Kosovo soit entre guillemets indépendant de 2000 à 2003. Il y a cet acte ignominieux qui a été couvert par Bernard Kouchner, mais Bernard Kouchner a couvert aussi plusieurs massacres. Parce qu'il faut savoir qu'entre 2000 et 2003,
eh bien, l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo, c'est, par désir de vengeance, eh bien, c'est vraiment a pris les devants pour essayer de... Et il y a eu plusieurs villageois qui ont été tués dans les mains de l'UÇK. L'affaire a été dévoilée en 2008 au Conseil de l'Europe, qui est bien mieux qu'une européenne, heureusement qu'il y a le Conseil de l'Europe, par Dick Marty, un député suisse. Et il a prouvé ce cas-là, mais aucun des instigateurs, que ce soit Hashim Thaçi, le représentant albanais, ou Bernard Kouchner, n'ont été poursuivis. Mais bon, rien ne dit qu'ils vont être poursuivis dans quelques années. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai posé la même question que vous à Madame Cara del Ponte. Mais oui, quand je l'ai vue, quand elle a été reçue, et Cara del Ponte qui n'avait que 2 mots contre Mladic, Karadzic et les autres. Je lui dis, bon, très bien, Madame del Ponte, mais pourquoi vous n'avez pas essayé de poursuivre Thaçi et les autres? Et elle me dit, mais vous savez, alors ça c'était il y a 3 ans, elle me dit, vous savez, il y a eu telle pression des Américains. Et elle le dit vraiment dans un hôtel particulier parisien, face à un parterre d'ambassadeurs. Et donc, en fait, on en est là. C'est une justice qui est complètement partiale. Mais espérons, justement, pour les valeurs universelles et du bien, qu'ils seront jugés pour ce cas qui est quand même 70 ans après la Seconde Guerre mondiale, qui est complètement en dehors de l'humanité. Est-ce que je me trompe ou dans le parallèle que vous faites entre la Yougoslavie et le conflit en Ukraine en ce moment, vous êtes en train d'envisager la possibilité qu'à terme il y ait un genre de Nuremberg Ah oui, moi je pense. Alors, j'en ai pas parlé, je sais pas ton avis, mais ça et c'est pour ça que l'armée russe se bat avec toute sa force, parce qu'ils ont l'exemple. De la même façon que les Russes ont toujours dit, le premier pays où on a complètement rayé de la carte toutes les règles du droit international, c'est la Yougoslavie. De la même façon, je pense qu'ils sont déjà en train de préparer une sorte de jugement. Mais ce coup-ci, ça ne va pas réussir puisqu'ils vont gagner. Mais vous pensez que les Américains y travaillent? Mais sûr et certain. C'est déjà prêt. Il y a eu une allocution il y a un mois. Non, mais il faut savoir que le jour même du commencement de l'opération militaire spéciale, on va utiliser le terme russe, le 24 février, on a eu une instruction d'ouvert par le procureur général auprès de la Cour pénale internationale, alors que rien ne s'était encore passé. On a dit, il n'y a pas eu de crime de guerre encore, mais au cas où on ouvre une enquête. Non mais attendez, on est où là? C'est scénarisé en fait. Et par exemple pour Boutcha, dès le lendemain, on appelle le fumus persécutionnis. Pour ceux qui parlent. Une question. Je voudrais savoir comment faire pour condamner la violation des accords d'Helsinki par l'Allemagne quand elle a reconnu l'indépendance de la Slovénie, qui était licite de par la constitution yougoslave, mais illégale étant donné qu'il n'y a pas eu de référendum. Donc il y a clairement violation des accords d'Helsinki. Et le pire, cerise sur le gâteau, c'est que quand ils ont signé le traité de Maastricht, entre-temps l'Allemagne a fait pression sur les protestataires que s'ils n'assumaient pas, elle ne signerait pas le traité de Maastricht. Donc les 11 ont suivi 3 semaines après. Et 3 semaines plus tard, les 12 signent le traité, et vous pouvez vérifier, titre 5, article J1. Ils prônent les accords d'Helsinki pour la paix, après avoir entraîné la destruction de la Yougoslavie. Donc je voudrais que cette violation soit dite, soit reconnue et soit traitée comme elle doit l'être. Mais ça, c'est toute la question des frontières qui ont été ce que je disais tout à l'heure. Dans les 2 cas, c'est les frontières héritées de 2 fédérations créées par les pouvoirs communistes que l'Occident s'est empressé de reconnaître. Mais sans aucun référendum, sans aucune... Il y a violation des accords d'Helsinki. Ouais, mais c'est Il faut lire l'article de Paul-Marie Delagorre, c'est juillet 92, et le que sais-je sur les accords d'Helsinki est sorti justement en mars 92. Je le recommande à tout le monde, numéro 2661. Et je rappelle une phrase de Bédouin, parce que pour moi, voir les parallèles,
c'est intéressant, mais c'est surtout voir que ce sont toujours les mêmes forces qui sont à l'œuvre. Et je rappelle une phrase de Védrine, en 1995, « Il appartiendra à l'Union européenne d'européaniser les Balkans ». Nous assistons à une forme de colonisation occidentale. Ils ont réussi à balkaniser surtout, c'est ça. Non, mais au-delà de cela, tout d'abord, si justement la Yougoslavie est le seul pays qui a perdu son statut de sujet de droit international, qui n'a pas eu de successeur, c'est justement pour éviter des contestations judiciaires de ce type-là. Il faut savoir que la Yougoslavie est le seul pays du monde qui n'a pas de successeur, et donc tous les actes juridiques qu'elle a contractés, ses frontières, en fait, sont réputées ne plus avoir existé. Excusez-moi, ça ne répond pas à ma question. Je veux que la violation des accords d'Helsinki par l'Allemagne Eh bien, il faut qu'un pays signataire des accords d'Helsinki aille devant la Cour internationale de justice. Voilà. Parce qu'un particulier ne peut pas... c'est vrai que tu as raison. Ne peut De pas la même faire façon... ce type-là. Il faut faire un groupe de travail là-dessus. Et non, mais justement, le gouvernement serbe, plusieurs fois, avait réuni les preuves des meurtres, des destructions, des bombardements du printemps 99, et à chaque fois on leur a posé ce principe, vous n'existez pas, donc vous ne pouvez pas vous plaindre. Non, mais on peut pas. Violation, et ensuite les prôner, les mêmes qui les ont violés, les prônent pour la paix. Ah oui. Dans le traité de Maastricht. L'Union européenne est construite là-dessus. Ah oui. Sur ses fondations. On va prendre une prochaine question. Vous, monsieur. Oui, bonsoir. J'avais une question quand même au sujet de la Yougoslavie. C'était, est-ce que vous pouvez vous renseigner sur la création récente de la Macédoine du Nord, par exemple? Pardon, j'ai pas entendu. La Macédoine du Nord. Alors. Pourquoi? Pour qui? On pourrait en parler pendant des heures. Voilà, bah oui, mais ça c'est... Faire court, à mon avis, là on voit le rôle politique et expansionniste à jamais du Germain, c'est-à-dire norvégien pour moi, à mon avis. Est-ce que là, c'est vraiment encore la position, l'espace vital qui revient, et qui reviendra toujours, notamment pour la Yougoslavie, et je fais le parallèle avec l'Ukraine parce que... Alors, votre parallèle est très bien vu parce qu'il faut savoir que je vous conseille un livre qui n'est plus réédité, mais donc de l'historien allemand Fritz Fischer, qu'il avait sorti en 1967 ou 68, qui s'appelle Les buts de guerre de l'Allemagne impériale, donc où il ressortait les écrits du chancelier Bethmann Hollweg, donc avant la Première Guerre mondiale, et bizarrement, les deux objectifs de guerre que s'était donné l'Allemagne, c'était le premier l'Ukraine et le deuxième la Serbie. Non mais, on va pas refaire l'histoire de la Macédoine du Nord, voilà. Mais si vous voulez, donc, non, si on a l'histoire la plus récente, ce qui a été complètement mis sous le manteau ici. Mais je me souviens au moment, alors vous savez tous que la Macédoine, c'est cette région du sud de la Yougoslavie qui est tirée à Uadia, puisque pour les Grecs, ça fait partie de leur cœur historique, et pour les Bulgares, c'est leur identité. Donc, il n'y a pas de langue macédonienne, mais une langue bulgare. Ça existe depuis les années 50. Tito, il met de l'huile sur le feu, puisque dans les années 50, il va, un peu comme Staline avec certaines églises, il va créer un patriarcat orthodoxe macédonien, pour le séparer du patriarcat orthodoxe serbe. Dans les années 90, la Macédoine se sépare, en 92. Il a failli y avoir une guerre, puisqu'en 2003, il y a eu quand même Lučeka, venant du Kosovo, qui a voulu étendre la guerre à la Macédoine, et heureusement, ça ne s'est pas fait. Mais petit à petit, depuis 2003, vous avez une sorte de confédéralisation de la Macédoine, c'est-à-dire que les Albanais grignotent des pouvoirs et du territoire. Ils ont, dans la constitution macédonienne, alors qu'ils ne représentent que 30% de la population, ils ont forcément le vice-premier ministre, 3 ministres, et puis à chaque niveau, des postes clés. Plus un tiers du territoire, des universités en langue albanaise, etc. Mais ça ne leur a pas suffi. Et donc, en 2018, et ici c'est passé inaperçu, mais l'Union européenne, dans toute sa splendeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoyé, au moment des élections, entre Gruevski, qui était le Macédonien plutôt slavophile et plutôt conservateur, patriote, et Zoran Zaev,
bulgare qui représente les minorités, mais soutenu par l'Union européenne. Devinez ce qui s'est passé. Et comme un Poroshenko. Et c'est ça le parallèle. Gruevski gagne aux élections, manifestation massive pendant 2 semaines. Dans les manifestations, on envoie des émissaires de l'Union européenne, il y a 2 ministres allemands, ils vont tous à Skopje défendre le socialiste Zaev. Et 2 semaines après, qu'est-ce qui se passe? C'est Zaev qui est au pouvoir. Donc un pouvoir complètement illégitime, actuellement en place. 2 ans plus tard, Ils rentrent dans l'OTAN. pour entrer en OTAN, on leur dit qu'il faut changer de nom. Parce que les Grecs C'est sont pas unique dans d'accord. l'histoire. Voilà, pour rentrer dans l'OTAN, il faut vous changer de nom. À quel point on en arrive? Changer de nom, c'est comme si nous, on nous demandait, je sais pas, de plus être français, mais Macédoine du Nord, ça veut rien dire. Mais non, Ça mais veut rien dire. c'est Et donc, une sorte de transgenre en politique. Si bien tu sûr, veux. exactement. C'est ça. Et c'est vrai que la Macédoine, alors heureusement pour eux, il ne faut pas tout voir non plus, ils sont en train quand même, Macédoniens, Serbes et Monténégrins jouent un jeu assez intéressant. Ils sont en train de recréer dans les franges sud de l'Union européenne des petites unions économiques. Alors là, ils ont appelé ça l'Open Society. Ils ont fait mais c'est pas la même On chose. sait qui c'est qui a conseillé ça. Là. Mais c'est un petit marché commun qu'on peut rajouter au groupe de Visegrad. Si vous voulez, les Balkans, malgré leur émiettement, malgré ces pressions internationales très fortes, eh bien, arrivent maintenant quand même à présenter d'autres modèles que l'Union européenne. Le groupe de Visegrad, on en parle peu, mais Orban plus la Tchéquie, la Slovaquie, ça peut être une alternative pour ces pays-là à l'Union européenne. Et on l'espère pour eux. Vous voyez, il y a quand même des reconfigurations qui sont en train de se faire. Donc l'Union européenne n'a pas la main maintenant sur ces choses-là. Après, sur le rôle de l'Allemagne dans le conflit ukrainien, il y a 2 choses qui interpellent en tout cas. C'est premièrement, Monsieur Poroshenko est devenu président grâce à l'appui de Vitali Klitschko. Vitali Klitschko est un homme qui a été fondé, son parti a été entièrement structuré par la fondation Adenauer. Il est l'homme politique Vitali Klitschko, il est made in Germany de la tête aux pieds. Donc c'est un accord entre Washington et Berlin qui a mis M. Poroshenko au pouvoir quand il est devenu président. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, pour vous dire s'ils avaient le nez creux, 2 semaines avant le début des premiers affrontements à Donetsk, qui c'est qui vient faire une visite de travail au Parlement régional à Donetsk? La Fondation Adenauer. Voilà, qui vient faire une visite de travail, et voilà. Ah, c'est très bien, oui, hein. Ouais, je dis, elles sont bien. On fait ça aussi. Ya. Donc, voilà. Et enfin, la guerre d'Ukraine a été, comme la Yougoslavie d'ailleurs, ce sont 2 moments clés de réarmement de l'Allemagne dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Le premier tabou qui saute, c'est au moment des bombardements sur la République fédérale de Yougoslavie, quand le Bundestag autorise l'armée allemande à aller faire, à intervenir au-delà des frontières de l'Allemagne pour la première fois depuis 1945. Et d'ailleurs, ça a été fait... le personnage clé dans cette affaire, ça a été Joschka Fischer, ministre des Affaires étrangères vert de l'Allemagne. Et là, on a la 2e étape qui a été franchie sur le conflit ukrainien, car pour la première fois, l'Allemagne livre des armes lourdes, des armes lourdes, dans un pays, livre officiellement des armes lourdes dans un pays en guerre interétatique. C'est la première fois depuis 1945, pareil, qu'ils le font. En tout cas ouvertement, parce que bizarrement, quand la Croatie a commencé sa guerre, ils avaient des armes qui venaient de la National Volksarmee d'Allemagne de l'Est, qui bizarrement se retrouvaient en Croatie. Je ne sais pas pourquoi.
les ministres de M. Tudjman devaient être allés faire les soldes dans les bases de la RDA. Donc, mais en tout cas, c'est la première fois que officiellement et ouvertement l'Allemagne livre des armes à un pays en guerre depuis 1945. Donc voilà, ces deux guerres ont permis de faire sauter deux tabous dans la politique allemande. J'ai une question. Okay. Vous parliez d'un début de renaissance d'un certain sentiment yougoslave. Est-ce qu'il ne serait pas pour l'instant un peu limité aux républiques périphériques, Monténégro, Macédoine, Bosnie éventuellement, parce qu'on sait très bien par exemple qu'en Serbie, il n'y a plus une rue qui a un nom de l'époque socialiste ou yougoslave. Presque plus. Oui, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est vrai, plutôt le Monténégro, la Macédoine, mais en Serbie, oui, mais les Serbes, dans les années 90, ont été complètement... on ne les soutenait pas parce qu'ils étaient bolcheviques, en fait, dans l'opinion mondiale. Donc, ils ont peur de ça, ils ont peur à nouveau qu'on leur colle cette image du bolchevique. Et ils ont du mal à sortir de ça. Et c'est vrai qu'historiquement, ils font des erreurs. Par exemple, c'est vrai qu'ils ont débaptisé toutes les rues de Belgrade qui faisaient référence à la Seconde Guerre en leur donnant des noms de rois, de princes. Ouais, ça c'est vrai. Mais bon, et pareil, de la même façon qu'en Russie, le parti d'opposition le plus fort maintenant, c'est quand même le parti communiste. En Serbie, vous avez des syndicats actuellement qui sont sur le terrain un peu plus actifs que nos syndicats en France. Si on veut faire un parallèle, on est le seul pays où il n'y a pas d'augmentation de salaire négociée, partout en Europe en ce moment, les syndicats. Il y a les deux, je suis d'accord avec vous. Mais en tout cas, le sentiment yougoslave est très fort au Monténégro, en Macédoine. Les pays qui finalement n'ont pas de nationalisme de rechange. Parce que le nationalisme bosnien, ça n'existe pas, ça a un sens. Oui, oui. En Croatie, en Serbie, il y a une identité nationale qui peut revenir, qui peut remplacer cette identité yougoslave disparue. Et comme vous dites, c'est Kusturica qui a dit on ne peut pas forcer, après avoir détruit la Yougoslavie, forcer trois peuples à vivre ensemble en Bosnie. C'est pour ça qu'en Bosnie, comme vous dites, il n'y a pas d'identité bosnienne, et ce qui fait que la Bosnie, c'est un très bel État bicéphale. Vous avez, moi quand je vais très souvent côté serbe, à Banja Luka, vous avez un État qui marche. Au début, on croirait être chez Tintin, alors un petit palais, un petit parlement. Et finalement, les fonctions régaliennes fonctionnent. Et donc, République serbe de Bosnie, avec un État, un parlement, et pour répondre à votre question, le 9 janvier cette année était fêté du côté de la République serbe de Bosnie les 30 ans de la République serbe de Bosnie. Et il faut savoir que le plus grand exode, la plus grande opération de purification ethnique depuis 1945, c'est faite là, entre la Croatie et la Bosnie, au moment où en 1995, soutenu par l'armée américaine, l'armée croate balaye en quelques jours plus de 230 000 Serbes. Moi, à l'époque, je les ai vus arriver. Croyez-moi, c'est autre chose qu'à la télé. Quand on voit arriver des gens en tracteur, à cheval ou autre, on comprend ce que c'est que des réfugiés. Bon, là encore, pas un mot dans les médias. Il y a un livre très bon là-dessus, c'est celui de Slobodan Despot, Miel, Slobodan Despot, qui explique très bien cet exode massif. Et si vous voulez, du coup, là, pour répondre, parce que c'est peut-être trop compliqué, chez les Serbes, il y a aussi politiquement, à l'époque comme aujourd'hui, une scission, on dit la Grande Serbie, tout ça, mais c'est le contraire en fait. C'est que dès 1991 et jusqu'à aujourd'hui, quand vous allez sur place, entre le personnel politique serbe, on sent très bien que les Serbes de Bosnie sont beaucoup plus mais conservateurs, certains diront royalistes, et les Serbes de Belgrade, par exemple le personnel politique à l'ambassade à Paris comme à Belgrade, c'est un personnel, c'est les enfants d'apparatchiks, en fait, encore aujourd'hui. Donc il y a ça aussi qui joue, qui peut empêcher un sentiment yougoslave. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.